Du coup, bonjour à tous. Donc du coup, on va vous faire une petite présentation sur ADO Design System. Donc l'intitulé aujourd'hui de notre webinaire, c'est ADO Design System, construire une librairie de Web Components avec Svelte fonctionnant sur React, Vue et Angular. Donc le programme est complet. Donc du coup, on va essayer de dérouler ça aujourd'hui. Du coup, je suppose que peut-être parmi vous, il y en a plusieurs, quand ils ont lu ADO Design System, ils se sont dit: «Qu'est-ce que c'est?» Donc du coup, on va détailler. En réalité, ADO, c'est le nom de l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc en fait, c'est un groupe d'entreprises composé de plusieurs marques interconnectées. Et le groupe est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays et sur 4 continents. Au sein du groupe, il y a donc plusieurs marques, plusieurs sociétés, parmi lesquelles on peut trouver Bricoman, Zodio, Weldom, mais également la marque la plus emblématique et qui va certainement parler à la majorité d'entre vous, c'est Leroy Merlin. Le groupe aujourd'hui possède un réseau de 1000 points de vente en physique, ancrés dans les territoires. Il possède également des sites marchands et des marketplaces. Et tout ça, c'est un réseau qui nous permet d'offrir une expérience unique aux clients dans le domaine de l'habitat. Parce que du coup, tout le cœur de métier du groupe tourne autour de la décoration et de l'habitat. Et parce que la mission du groupe, c'est de faire de votre habitat un endroit positif. Nous, aujourd'hui, avec Mohamed et moi-même, nous faisons partie de l'équipe du Design System. Et donc du coup, on propose et on développe un design system chez ADO qui est un design system multimarque que nous mettons à disposition de l'ensemble de ces marques-là. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu l'équipe, qui on est. Donc dans l'équipe aujourd'hui du design system, elle est composée de 3 personnes. Donc on a Charles-Antoine Kest, qui est notre business product leader, qui va définir la vision du produit et également faire les arbitrages sur ce qui rentre dans le design system. Il y a moi-même au milieu, donc Trésor Eloy, qui est développeur front-end, et je suis accompagné, donc je vais animer moi la première partie de ce webinaire, et je suis accompagné de mon gars sûr, Mohamed Mokhtari, qui est du coup développeur front-end et qui lui va prendre en charge la deuxième partie de ce webinaire. Donc du coup, dit comme ça, on peut penser qu'on est une petite équipe. En réalité, nous, au sein du design system, on travaille sur un mode inner source, c'est-à-dire en fait de l'inner source et de l'open source d'entreprise, ce qui fait qu'en fait notre projet est ouvert et il va nous permettre de travailler avec de nombreux profils au sein du groupe pour faire évoluer le design system. Donc du coup, les profils, c'est des profils tant designers que des profils développeurs, et toutes ces personnes, selon leurs compétences et selon leur temps, vont pouvoir venir travailler avec nous sur la création, l'évolution et la maintenance du design system. J'appuie un petit peu sur cet aspect inner source parce que ça va avoir de l'importance dans la suite de la présentation. Donc, gardez bien ça à l'esprit qu'on a un design system inner source et ouvert à la contribution. Du coup, qu'est-ce que c'est le design system chez ADO? Donc, nous, en fait, la définition que nous, on en donne du design system, c'est celle-ci. À savoir que c'est un produit conçu pour améliorer l'expérience utilisateur et pour renforcer les temps de livraison des équipes et également pour améliorer la qualité des livrables. Donc en fait, dans cette phrase, il va y avoir 3 notions qui sont importantes. La première notion, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur. Parce qu'on part du principe que plus il va y avoir d'équipes au sein du groupe qui vont consommer nos design systems, plus du coup, il va y avoir un bénéfice pour nos utilisateurs, que ce soit des utilisateurs externes ou internes, parce que du coup, ils vont avoir des interfaces cohérentes sur lesquelles ils vont avoir des réflexes de navigation identiques qui vont leur permettre justement de réaliser les actions qu'ils souhaitent réaliser plus facilement. La deuxième notion qui est importante ici, c'est le fait de renforcer les temps de livraison des équipes. Parce qu'effectivement, dans le design system, nous, on propose des librairies en fait de composants. Donc du coup, c'est autant de composants qu'on met à disposition des équipes et donc que les équipes n'ont plus besoin de recréer, eux, dans leur phase de développement. Donc en théorie, ça doit améliorer leur temps de développement lorsqu'ils créent des nouveaux projets. Et ensuite, la dernière notion qui est ici importante, c'est l'amélioration de la qualité
des livrables. Nous, du coup, dans notre cas, nous, on parle du code. Parce qu'il faut savoir que dans le design system, nous, on va porter des must-have de ce que devrait avoir toute application front-end. C'est-à-dire, par exemple, on va garantir le responsive. Tous nos composants du design system sont responsives. On va garantir également que l'ensemble des composants du design system sont accessibles. On fait très attention à ça parce que c'est un enjeu fort au sein du groupe. Et le dernier point, c'est la performance, parce qu'on essaie de s'assurer au maximum que l'ensemble des composants qu'on met à disposition des équipes ont un code léger et performant. Donc voilà un petit peu la définition du design system que nous, on donne au sein de ADO. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui contient le design system? Le design system, aujourd'hui, il va contenir 4 presets, c'est-à-dire que nous, il est consommé aujourd'hui par 4 marques du groupe, qui sont ADO, Leroy Merlin, Bricoman et Zodio. Il va contenir plus de 100 styles, plus de 280 icônes, une cinquantaine de composants, 1000 variations de ces 50 composants. Côté design, c'est plus de 100 000 insertions des composants dans les projets Figma par semaine. Et ensuite, comme j'en parlais tout à l'heure, au niveau de la contribution, on a aujourd'hui plus de 150 contributeurs qui travaillent avec nous sur l'évolution et la maintenance du design system. Donc, tout ce design system va nous permettre et permettre aux équipes au sein de ADO de créer des interfaces grand public comme le site Leroy Merlin, mais également des interfaces pour des produits internes qui vont permettre, par exemple, à des équipes de suivre des KPI ou des suivis de vente ou des suivis de stock, par exemple. Donc, voilà un petit peu. Donc, pour vous donner un petit peu un état de l'art aujourd'hui de nous, qu'est-ce qu'on propose pour l'intégralité des équipes. Donc, aujourd'hui, le design system chez ADO, en fait, c'est une galaxie d'éléments et de librairies. Au cœur de cette galaxie, on va avoir ce que nous, on appelle les core packages, qui sont en fait des packages qui vont contenir du HTML, du SAS, et également des outils de tooling pour permettre aux développeurs de builder leur projet ou de builder leur SAS de la façon qui est la plus optimale. On va avoir également d'autres librairies. On va avoir une librairie pour Figma, pour les designers. On a des librairies pour Vue.js 2 et 3, Angular, React, FreeMarker, Flutter, iOS et Android. Et ensuite, tout en bas, on va avoir 2 librairies qui vont nous concerner pour le talk d'aujourd'hui, qui sont les web composants et Svelte. Donc, c'est un écosystème qui aujourd'hui couvre quasiment la totalité du spectre des technologies web. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut peut-être faire un retour dans le passé pour savoir où on en était quand on a commencé. Donc, nous, quand on a commencé, on en était là, en 2020, 3 ans en arrière. On avait nos core packages, donc des packages SAS et HTML. On avait une librairie pour Vue.js 2, une librairie pour FreeMarker, donc qui est un langage de templating pour du Java. Et du coup, le design, lui, était dans Sketch. Et puis, donc, nous, on faisait notre vie avec ça. Et puis, il y a des développeurs qui sont venus nous voir et nous ont dit les gars, votre projet, il est cool, mais en vrai, nous, on travaille sur React et vous n'avez pas de librairie React. Bah, donc, du coup, on ne va pas consommer le design system. Et donc, non, on n'était pas contents. Donc, du coup, il y a d'autres gars qui sont venus nous voir après en disant ouais, les gars, votre produit, il est cool, mais en vrai, nous, on est sur Flutter. Vous n'avez pas de librairie Flutter. Donc, du coup, on ne va pas consommer le design system. Donc, encore une fois, on n'était pas contents. Donc, on s'est dit, bah, faut qu'on réponde à leur demande. Donc, on a charbonné et en 2021, à la fin de l'année 2021, on était arrivé à cet état-là. C'est-à-dire que les designers avaient fait un gros travail pour switcher sur Figma. Nous, côté développeurs, on a recensé des profils au sein du groupe qui étaient des experts dans React et dans Flutter. Et avec leur aide, d'ailleurs, je veux leur dire un gros big up, un gros merci à Eugène et à Piotr qui nous ont aidés justement à monter les librairies React et Figma et Flutter, pardon. Et du coup, fin d'année 2021, on avait une librairie pour Vue.js 2, une librairie pour React, une librairie pour FreeMarker et une librairie pour Flutter. Et là, du coup, il y a des gars qui sont venus nous voir en nous disant « Ouais, les mecs, votre projet, il est cool, mais en vrai, nous, on est sur Angular et vous n'avez pas de librairie Angular, donc du coup, on ne va pas consommer le design system. » Et il y a d'autres gars qui sont venus nous voir en disant « Les gars, vous savez, votre projet, il est cool, mais nous, il y a Vue.js 3 qui vient de sortir,
Donc, votre librairie là sur Vue.js2, ça ne nous intéresse pas, donc on ne va pas consommer le design system. Donc là, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, OK, on a un problème, un méga problème, qui est le suivant. Comment on peut faire aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, pour proposer à l'intégralité de nos équipes, du coup, une librairie de composants qui soit consommable par les équipes de façon agnostique de la technologie, et tout ça dans un contexte où les technologies front sont hyper mouvantes. Il y a une technologie front qui pop tous les 2 mois. Et donc, du coup, comment on peut faire, nous, pour nous assurer qu'on puisse proposer à nos équipes de consommer le design system, peu importe de la technologie. Donc, du coup, on a cherché, on a creusé, que dis-je, on a investigué, et la solution nous a paru être celle-ci, qui est celle des web composants. Donc, du coup, on va rentrer dans le cœur du sujet à partir de maintenant. Les web composants, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir qu'en fait, les web composants, c'est un mix de technologies natives qui vont nous permettre en fait de créer des éléments personnalisés. Donc, du coup, ces éléments personnalisés vont être réutilisables. Et l'avantage, c'est que ces éléments personnalisés vont avoir des fonctionnalités et des styles qui sont attachés à ces éléments et donc qui les rendent, comment dire, qui leur permet de ne pas rentrer en collision avec le reste de la page. Donc, je vais détailler petit à petit, parce que dit comme ça va paraître un peu obscur, mais ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel et je vais tout vous expliquer. Du coup, quand on parle des technologies natives, ça veut dire que c'est des technologies qui sont dans la spécification du W3C, donc qui sont utilisables via un navigateur, et donc qui nous permettent de ne plus passer par des librairies tierces. Okay. Ces technologies, quelles sont-elles? Elles sont les suivantes. Il y en a 3. La première, c'est les custom elements. Les custom elements, c'est en fait une API JavaScript, c'est une API JavaScript qui va vous permettre en fait de créer des éléments personnalisés. Typiquement, quand on parle d'éléments personnalisés, on va parler de balises HTML custom. La deuxième technologie, c'est le Shadow DOM. Donc, je pense que tout le monde, si tout le monde fait du web, tout le monde connaît le DOM dans un navigateur et dans des pages HTML. Il existe un Shadow DOM, donc en fait, c'est un DOM caché qui va nous permettre d'encapsuler à la fois du style et à la fois de la logique qu'ensuite on va pouvoir attacher au custom element qu'on vient de créer. Et la dernière des technologies, c'est ce qu'on appelle les HTML templates. En fait, ça regroupe typiquement deux balises principales, qui sont la balise template et la balise slot, qui vont, elles, nous permettre de donner plus de flexibilité et plus de personnalisation à notre web component. Du coup, parce que, en parlant, du coup, c'est bien beau, mais je suppose que certains parmi vous ont envie de voir à quoi ça ressemble quand on fait du code. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous partager ici un Stack Blitz. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien. Alors, attendez, tac, mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Cool. Je vais également partager le lien dans le chat pour celles et ceux qui ont envie d'aller jeter un coup d'œil. Donc, du coup, de la façon la plus basique et la plus native, comment on crée un web component? Ici, vous voyez que j'ai une page HTML assez simple. Et ce qui va nous intéresser, c'est deux choses. La première, c'est ici cette balise script qui, elle, fait un lien vers un code script.js. Et ici, vous voyez qu'ici, j'ai une balise HTML que j'ai insérée dans mon code qui s'appelle titre principal. Donc, pour ceux qui connaissent bien le HTML, vous savez que la balise titre principal n'existe nulle part dans le W3C. Donc, ça veut dire que c'est une balise que nous-mêmes, nous avons créée. Donc, comment on l'a faite, c'est la création de cette balise-là? C'est en fait ici dans le code JavaScript, et c'est là justement où on rentre dans cette histoire d'API native, c'est qu'on va pouvoir, via du JavaScript, créer tout ce qui nous intéresse dans les web composants. Donc là, la première des choses que vous voyez dans mon code, c'est que j'ai ici en fait le custom element. Donc du coup, je vais appeler l'API custom element et je vais lui dire, OK, maintenant, moi, je veux définir une nouvelle balise.
Donc, c'est une fonction, donc define, qui va prendre plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la balise que je veux créer. Donc, moi, ici, j'ai créé ma balise titre principal. Le deuxième paramètre, c'est en fait un objet ou une classe dans lequel on va définir qu'est-ce que doit contenir cette balise et quelles vont être les fonctionnalités de cette balise. Donc là, moi, dans mon cas, j'ai ici créé une balise HTML H1, puisque moi, c'est une balise de titre que je veux, à laquelle je lui dis, le H1 doit contenir le résultat de l'attribut title, donc c'est un attribut pareil que j'ai créé, du coup qui sera apposé sur cette balise custom, et tout ceci doit être attaché à un shadow root, ici, comme vous le voyez ici, donc je le dis shadow root, et ce shadow root que j'ai créé ici. Donc tout ça nous amène à ce rendu-là, que vous voyez ici. Donc si je retourne sur ma page HTML principale, vous voyez qu'ici, j'ai une balise HTML qui est titre principal, à laquelle je passe un attribut custom, donc title, avec une valeur. Et tout ça va me créer ici dans ma page HTML, du coup, un rendu qui est le suivant. Si on inspecte un petit peu, désolé, c'est un petit peu long. Si on inspecte un petit peu, on va voir, donc qu'on va avoir ici, je sais pas pourquoi ça... On va avoir donc ici notre balise titre principal et magie, on va avoir ici notre shadow root qui est bien lié à cette balise principale qui lui va contenir tout ce que nous avons défini dans le code JS que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est un cas d'une balise un peu simple. Donc c'est un cas ultra simple. Maintenant, où du coup ça va y avoir un intérêt pour la suite de la présentation, c'est que nous, comme on vous a dit, on est un design system. Donc on ne fournit pas que des titres. On fournit des composants complexes qui peuvent être assez grands, et Mohamed va vous en parler tout à l'heure. Donc, si on voulait créer des éléments complexes en se basant uniquement sur la façon native de l'écrire en passant par du JavaScript, on pourrait arriver à un code qui devient très verbeux et qui peut devenir complexe pour les personnes qui veulent contribuer, qui peut ressembler à ça, par exemple. Ici, dans ma page, je vais créer un composant un petit peu complexe, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai créé une carte qui contient une image, des liens, un titre, et une description et un autre call to action. Pour créer ce genre de web component, du coup, ça passe par, encore une fois, du code JavaScript. Donc, je vais définir ici un custom element en lui disant que moi, je veux l'appeler commit card. Et là, je vais définir tout ce qu'il faut à l'intérieur de ce web composant. Et vous voyez très vite qu'en fait, ça devient archi long. Pourtant, c'est un composant quand même assez simple, une carte. Et parce que là, on doit encapsuler l'intégralité du code qu'on va fournir dans le web composant, c'est-à-dire les styles, en créant du coup de toutes pièces une balise style. Notre code CSS, on doit également l'encapsuler à l'intérieur. Et c'est pareil, et on doit créer avec les API de JavaScript native, du coup, l'intégralité des éléments qu'on va passer au ce web composant. Donc, c'est compliqué d'écrire ce web composant avec cette formule-là. Donc, je vais juste revenir à ma présentation pour la suite. Alors, ok. Donc, du coup, étant donné que c'est compliqué d'écrire des web composants de façon native, il fallait que nous, on puisse trouver une alternative de créer cette librairie de web composants de la façon la plus simple possible. Donc, pour ça, il faut savoir que nous, en fait, on avait, pour définir du coup la façon de créer ces web composants de la façon la plus simple possible, on avait des contraintes. Ces contraintes, elles sont au nombre de 3. Donc, la première de ces contraintes, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, nous, on fait attention à faire en sorte que le code qu'on fournit aux équipes soit le plus léger possible. Donc, il fallait qu'on puisse trouver une façon de créer ces web composants qui, en sortie, pouvaient avoir un bundle le plus léger possible pour qu'il soit inclus par les équipes. La deuxième contrainte qui était la nôtre, c'est de dire, nous, aujourd'hui, on a déjà une stack technique. Comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le web composant qu'on crée de façon native via du JavaScript, on ne peut pas passer du Sass. On est obligé d'écrire, par exemple, du CSS en dur dans le code JavaScript. Sauf que nous, ça ne nous arrange pas. Parce qu'en fait, on a des core packages qui, eux, tournent avec du Sass, avec du PostCSS
et avec d'autres modules de la sorte. Et il fallait qu'on puisse réutiliser cette stack technique qui est déjà existante pour créer, du coup, notre librairie des web composantes. Et ensuite, le dernier critère pardon, qui était le nôtre, c'était il fallait que la façon de créer cette librairie de web composants soit la plus simple possible pour la contribution. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, la contribution, c'est quelque chose qui est important pour nous dans la structuration de notre projet. Donc, il fallait qu'on puisse trouver une façon de créer les web composants, cette librairie de web composants, avec une technologie qui soit simple à comprendre et avec une courbe d'apprentissage la plus basse possible. Et c'est à ce moment que je fais une passe à Mohamed et qui va vous en dire plus sur comment on a résolu ce casse-tête. Super, merci beaucoup Trésor pour cette super passe. Donc dans la deuxième partie de la présentation, on va se concentrer sur ADS, du coup la librairie des web components. Donc dans un premier temps, on va faire un tour sur la stack, donc la stack qu'on a élue en fonction des critères que Trésor nous énonçait juste avant. Comment ça fonctionne et comment l'intégration peut être faite avec les grands frameworks connus aujourd'hui qui sont Angular, React et Vue. Et enfin, on va faire une petite démo du live coding. Donc voilà, je ne vous assure pas que ça va fonctionner, je ne vous assure pas que je sais coder, mais on verra. On va faire ça en live et on verra comment ça se passe. Et enfin, on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui d'avoir une seule librairie de web components pour fournir en fait toutes les différentes stacks techniques qui existent sur le front. Donc la stack, sans plus attendre, l'heureux élu. Donc pour construire ADO Web Component, on a utilisé donc le framework Svelte. On l'a mis, du coup, on écrit notre JavaScript en TypeScript. On utilise le bundler Rollup. Et pour la documentation, on utilise Storybook. Donc, je vais revenir un petit peu sur chacun des outils. Donc, TypeScript, aujourd'hui, je n'ai plus vraiment besoin de le présenter. Hein. C'est un must-to-have pour toutes les personnes qui faisaient du JavaScript. C'est pour typer le JS. Ça permet d'éviter les erreurs aux développeurs et améliorer la cohérence dans le code. Mais ça améliore aussi l'intégration des composants. Donc, les personnes qui vont intégrer nos composants vont être sûres de pouvoir passer les bonnes propriétés, savoir les propriétés qui sont obligatoires ou non, ou optionnelles. Et du coup, ça permet une meilleure cohérence du code d'une manière générale. Petit nota bene sur TypeScript, avant de se lancer, ça a quand même une grande hype, surtout dernièrement. Assurez-vous de bien comprendre les tenants et aboutissants de TypeScript, comment ça fonctionne, la configuration, avant de vous lancer, parce que vous pouvez vous emmêler les pinceaux assez rapidement. Rollup, donc c'est un bundler. Qu'est-ce qu'un bundler? Un bundler, ça permet de merger un peu toutes les dépendances qu'on a dans notre projet et d'en créer un fichier final. Donc là, si vous avez déjà bossé, travaillé sur des projets, on va dire, de grande envergure, vous allez essayer justement de réduire un maximum la taille des fichiers et d'avoir un seul fichier index.js qui va être minifié et qui va ressembler à du n'importe quoi. Et pour que justement essayer d'avoir le fichier le plus petit possible. Et du coup, Storybook, c'est plusieurs équipes aujourd'hui qui travaillent en fait, qui mettent en place une documentation. On fera un tour sur le Storybook qu'on a mis en place nous pour les web components. Et en fait, c'est en open source. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, si vous ne l'utilisez pas, d'aller regarder. C'est en open source. Ils servent beaucoup de technologies. Ils offrent beaucoup d'outils à côté, comme Chromatic qui permet de faire du test visuel. Donc, je vous invite vraiment à faire un tour sur Storybook. Mais on va revenir sur le point essentiel qui est Svelte et pourquoi on a choisi ce framework. Donc, avant de rentrer dans Svelte, on va essayer de faire un petit historique et essayer de comprendre en fait pourquoi aujourd'hui il y a encore des frameworks qui sont encore en train d'être créés, de pop un petit peu tout le temps. Donc, il y a 10 ans, Angular n'existait pas. Où c'était vraiment les débuts, ils étaient en version 1. Et ils sont partis du prédicat que les navigateurs devenaient de plus en plus intelligents et de plus en plus puissants. Donc, ils essayaient d'envoyer un maximum de code JavaScript aux navigateurs pour leur permettre justement de gérer et de faire le maximum de calculs sur le front. Donc, c'est là où justement il y a eu les termes front-end et back-end développeurs qui ont existé. Avant ça, ça n'existait pas.
Donc, il y a eu vraiment une différence entre ce qui se passait sur le côté navigateur et ce qui se passait côté serveur. Avant, tout se passait côté serveur. Ces navigateurs, du coup, ces nouveaux frameworks qui se sont basés sur les navigateurs et la puissance des navigateurs. Donc, on a React, Vue et Angular qui ont à peu près le même fonctionnement. Ce fonctionnement, c'est avoir un virtual DOM et en fonction de ce qui se passe, essayer de gérer ce qui se passe sur les différentes interactions de l'utilisateur et d'afficher ou de modifier les informations. Svelte a une autre approche. Donc, c'est un framework qui, justement, essaye de gérer tout le calcul au moment de la compilation. Donc, on va aller un peu plus dans le détail et on va regarder un petit peu l'approche que Svelte a. En fait, Svelte va passer tout le composant dans ce qu'on appelle un compilateur. Un compilateur, c'est une suite de calculs qui permettent de traduire un fichier qui est en point Svelte, en point JSX, en point Vue ou en point TS, en un fichier qui va être en Vanilla.js, qui va être compréhensible par la machine. Dans ce cas-là, quand on parle de machine, on parle du navigateur. Donc, ce compilateur qui va traduire en fait tout le fichier Svelte en un fichier Vanilla.js qui va être compréhensible par notre navigateur et qui va essayer d'avoir le fichier le plus petit et le plus simple avec du HTML, du CSS et du JavaScript. À l'inverse, React, lui, va embarquer, donc comme disait Trésor, on essaye d'avoir le bundler le plus petit possible. React va embarquer tout React, en fait. Quand il va aller sur le navigateur, il va embarquer tout React et tout son moteur. Et à chaque fois qu'une modification va être faite sur le front, on va rapidement faire tout un calcul et faire une différence entre ce qui a été changé et ce qui doit rester sur la page. C'est ce qui permet, du coup, et c'est ce qui rend en fait certaines applications en React ou en Angular, une fois qu'elles deviennent très très complexes, où il y a vraiment beaucoup de composants sur la même page, qui deviennent très durs c'est très compliqué d'améliorer la performance. Là où Svelte, justement, gère tout au niveau du compilateur, on aura beaucoup moins ce problème-là. Et on avait déjà cette approche, donc on essaye, nous, d'aller vers les web components. On avait déjà cette approche où on gérait simplement du JavaScript, du CSS et du HTML. Comme disait Trésor tout à l'heure, c'est vraiment le cœur de ce qu'il y a dans les specs du W3C et ce qu'il y a dans ce que comprend le navigateur. Donc, on était déjà très proche de ce qu'on voulait et c'était très facile pour nous de transformer ça en un web component. Donc, en pratique, ça ressemble à quoi? Donc, un composant Svelte, il a 3 parties. Donc, c'est un single file component, donc SFC, vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est ce que Vue utilise aussi. À l'inverse de ce que fait Angular et React, là où justement ils ont créé des fichiers pour le JS, un fichier pour le modèle, un fichier pour le style, un fichier pour l'export, on va avoir une structure, une architecture d'application qui va être beaucoup plus concise. Donc, une page de composants va avoir tout à l'intérieur. Donc, on va avoir, donc, dans un premier temps, il y a la partie options, mais je reviendrai dessus juste après. On a la partie JavaScript. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre balise script, elle va avoir le lang TS. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en TypeScript. Donc, on va avoir toute notre JS qui va être en TypeScript. On va avoir tous les imports. Donc là, les imports, ça peut être les différents types qu'on a, mais ça peut être des imports de librairies pour faire certains calculs dont on a besoin. Puis, on a une suite d'exports qu'on va avoir. Et en fait, dans ces exports-là, on va avoir en fait l'interface ou le contrat que le composant a. Donc aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est le badge, et le badge prend un label et un type. Et en fait, on a aussi toutes les fonctions. Donc on a le set classes ici, mais toutes les fonctions qui permettent de faire des calculs sur notre application, ou sur notre composant du. La deuxième partie, c'est le DOM. Donc Trésor en parlait avant, c'est toute la partie HTML qu'on va afficher et qui va être à l'intérieur de notre shadow root. Et la dernière partie, c'est le style. Donc le style, nous aujourd'hui, on utilise du SCSS et comme on a déjà tout le style de nos composants qui est déjà écrit, donc on a juste à importer notre style à l'intérieur de nos composants. Et je reviens sur la balise qui est tout en haut, donc celle qui est Svelte Option. Svelte permet de passer des options
Donc, plusieurs types d'options. Ça peut être immutable, ça peut être différents types d'options. Mais là, ils permettent de passer une option qui est tag. En fait, cette option permet directement de dire, quand on passe dans le compilateur, de créer à la fois le composant en Svelte, mais aussi le composant en Web Component. Donc, tout ce que Trésor montrait tout à l'heure est en fait à l'intérieur d'une seule ligne, et on a juste à déclarer que notre composant va être un Web Component en ajoutant l'attribut tag, et directement, en fait, on va créer un nouveau Web Component, donc un custom element, qui va s'appeler mpage. Et le compilateur va gérer tout ça pour nous. Donc là, une fois qu'on a nos composants, on a une librairie qui a les composants Svelte et on a une librairie avec aussi les web components. Donc on va voir comment ces composants s'intègrent avec les grands frameworks. Donc on a pris les trois principaux, Angular, Vue et React. Donc on va faire un petit tour sur comment ça fonctionne et après on va faire la démo. Donc avant de commencer, il y a des choses qu'il faut savoir et qu'il faut garder à l'esprit. Donc, les Web Components, les Custom Elements, vont gérer des attributs et non des propriétés. Donc, on ne va pas pouvoir passer des tableaux complexes de données des types number. Donc, on va passer que des attributs. Les attributs sont obligatoirement au format string. Donc, c'est des chaînes de caractères. Il y a un effet de bord avec les chaînes de caractères, c'est que la chaîne de caractères ne maîtrise pas très bien le booléen. Le booléen, c'est le true ou false. Sauf qu'une chaîne de caractères qui dit false, elle est considérée comme true par le navigateur. Donc, il faut pousser un petit peu plus la réflexion, mais on a géré ça et on a ajouté pas mal d'informations dans la documentation pour aider les utilisateurs à bien comprendre l'usage du booléen avec les custom elements. Et enfin, Svelte a un Svelte dispatcher, donc qui permet d'envoyer ou d'émettre des événements à nos utilisateurs. Cependant, il envoie des événements qui ne sont pas émis en tant que custom event, et du coup, les utilisateurs qui utilisent les custom elements n'ont pas du tout accès en fait aux éléments qui vont être dispatchés par Svelte. Donc, on a dû ajouter quelques fonctionnalités à notre application pour permettre l'envoi aussi des custom elements. Du coup, sur Vue. En fait, sur Vue, l'intégration, elle est vraiment minimale. On n'a vraiment aucune configuration à faire. On peut directement importer notre fichier .js du Web Component et on aura automatiquement l'intégration des Web Components directement à l'intérieur. La gestion en fait, du one-way binding, donc quand on passe une information et qu'on la modifie le long de l'application, ça fonctionne très bien. Et les événements natifs sont très bien gérés. Par contre, au niveau du two-way binding, donc pour ceux qui utilisent Vue, j'ai vu que dans le sondage, il y en avait quelques-uns. Malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser de vModel sur les custom elements et de pouvoir gérer en fait toute la partie de two-way binding qui est disponible par Vue. Et aussi, la gestion des événements qui vont être custom. Par exemple, pour l'accordéon, le clic sur un bouton précis dans l'accordéon, on ne va pas pouvoir l'attraper sur Vue. Il faudra ajouter des wrappers spécifiques pour aller plus loin. Quant à React, c'est à partir de la version 15 du moins, c'est celui qui nous a le plus impressionné parce qu'avant ça, il ne prenait pas du tout, il ne gérait pas du tout les web components et les custom elements. Mais à partir de la version 15 et 16, React a fait un big step et du coup, on pouvait directement intégrer nos fichiers avec le index.js et on avait directement accès à tous nos custom elements. La gestion du state, donc du binding des éléments se faisait assez bien. Donc, il n'y avait toujours pas de two-way binding. Mais par contre, la gestion des custom events avec l'usage des refs et des effects, on allait pouvoir rapidement récupérer les événements natifs et pouvoir les utiliser. Et enfin, Angular. Donc, Angular, ça a été un petit peu le premier gros test qu'on a fait en production avec les custom elements. Et du coup,
la configuration est vraiment très simple. Il faut rajouter juste un schéma pour présenter et dire que dans notre application, on a des custom elements. Et suite à ça, on avait juste à ajouter dans notre module.ts l'import des web components et le one web binding fonctionnait très bien. Et par défaut, il gérait directement et nativement les custom events, ce qui était vraiment un très grand gain pour nous. On n'avait pas besoin d'écrire de wrapper autour d'Angular. Par contre, le two-way binding ne fonctionnait pas. Et pour certains utilisateurs, on a créé des wrappers en fait, autour de nos composants qui permettaient de gérer le two-way binding. Malheureusement, on n'a toujours pas l'accès au ngForm et à toutes les directives que Angular va offrir. Donc voilà, il y a ça qui va manquer quand on utilise Angular. Let's go pour la démo. Et on va voir comment tout ça fonctionne. Vous voyez mon écran? Ok, cool. Donc, avant de se lancer dans n'importe quel développement, petit conseil d'un développeur aguerri, il faut toujours lire la documentation. Donc, on en a écrit une et elle a été écrite avec Storybook. Du coup, dans le Getting Started, on peut voir qu'on peut installer notre librairie via NPM ou Yarn en utilisant Mosaic.ts et Web Components. Et en termes d'usage, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux usages principaux. Le premier qui est Svelte et le second qui est les Web Components. Donc, si vous voulez utiliser notre librairie en tant que composant Svelte, vous allez pouvoir directement importer les fichiers Svelte. Et si vous voulez les Web Components, vous allez pouvoir intégrer un bundle.js qui va vous apporter l'intégralité de nos Web Components, ou sinon unitairement ajouter les Web Components pour des soucis de performance. Donc, je vous fais un petit tour sur ce qu'on a créé. Donc, c'est intéressant de voir qu'avec cette approche-là, qui est sur du Svelte et des Web Components, tout ce que vous allez voir, c'est des Web Components qui sont derrière. Et tout ça a été fait avec la technologie qu'on vous a présentée. Donc, on a des composants qui sont plutôt simples. C'est mieux si je vous montre les composants. Donc, vous allez pouvoir directement dans la documentation modifier et jouer avec les composants. On a réussi à faire une librairie de charts avec du coup Svelte et des Web Components. On est même allé plus loin et on a un data table aujourd'hui qui est disponible avec beaucoup de fonctionnalités derrière. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et avoir par exemple la première colonne que vous allez fixer et sauvegarder. Et vous allez voir que la première colonne va être fixée. Et tout ça est très dynamique. On ne se rend même pas compte que derrière, en fait, c'est des Web Components. Vous allez même pouvoir changer l'ordre des colonnes. Donc, si j'apply, donc là, on va voir que la colonne title est venue en premier et c'est celle-ci qui est ferrée à gauche. Donc, aujourd'hui, avec les Web Components, on a réussi à aller très, très loin. Donc, on gère vraiment beaucoup de composants. On a tous les composants de formulaire, des plus simples comme la checkbox et les radio buttons jusqu'à l'autocomplete et le drop-down. On a aussi des composants qui offrent une navigation donc sur les pages. On a le header et la sidebar qui sont aujourd'hui des composants qui sont assez prisés par nos équipes. Donc voilà, tout ça a été fait en Web Component et en Svelte. Et du coup, on va voir comment on peut intégrer ces composants-là à l'intérieur d'une application. Regarde, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller assez vite. On va faire un petit projet ensemble et on va voir comment ça fonctionne. Donc, je vous invite aussi à regarder si vous n'utilisez pas StackBlitz. C'est un outil qui est très, très aimé par Trésor et par nous aussi dans l'équipe, mais qui permet justement de créer rapidement en fait, des applications et de lancer en fait des applications pour faire des tests. Donc, je vous invite à faire le test sans plus attendre. On peut faire le test sur une application React, par exemple. Je regarde un petit peu. Ouais, il y a quand même pas mal de personnes qui font du React. Du coup, on va repartir sur notre documentation et on va récupérer le nom de notre package et on va l'installer directement. Ça prend quelques secondes normalement. Donc voilà, notre package a été installé.
Et maintenant, on va importer notre fichier JS. Donc, il va avoir tous nos composants. Une fois que c'est fait, alors attention, là, ça va aller très très vite. Accrochez-vous, comme dirait l'autre. Donc, on va utiliser l'accordéon. Et donc, dans notre documentation, on a une partie HTML qui permet en fait de venir copier-coller directement le code pour pouvoir l'ajouter à votre application. Donc, on va faire un petit peu de magie comme ils nous le disent. On va sauvegarder. Et évidemment, ça ne fonctionne pas parce que React n'aime pas la balise style. Et là, je n'ai même pas eu le temps de sauvegarder que l'accordéon s'affiche déjà. Donc, on a directement notre application qui vient et qui peut gérer directement un accordéon. Et on a intégré en moins de 2 minutes dans une application React un web component qui a été créé dans 2 technos qui n'ont rien à voir. Donc, c'est assez impressionnant. Je pense que vous êtes tous bouche bée derrière vos écrans. mais du coup, voilà. Il faut savoir que c'est exactement. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de vous amuser avec l'application. Mais comme je vous ai dit, là, je vous montre l'accordéon. Mais on peut aller plus loin en écoutant des événements. Là, je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps. Mais on peut aller plus loin en écoutant des événements, en ayant des éléments. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On va prendre le radar, par exemple, et on va voir que en 2 secondes, je vais avoir mon radar qui va être disponible dans mon application. Donc, ça va à une vitesse qui est quand même assez folle et on peut directement récupérer en fait nos éléments et pouvoir les tester dans une application. Et ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais il avait déjà préparé son truc sur React. Du coup, j'en ai fait aussi un sur Angular rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir voir avec la même approche, en fait. Donc, on a importé ici notre web component. C'est la beauté d'Angular et sa vitesse. Hein, ça prend un peu de temps. Mais, et on a rajouté ici le custom élément schéma, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on a notre M-accordéon que vous allez voir. Et dans moins de 1 seconde, normalement, ça va s'afficher. Soyez patients. Ben, c'est un petit peu long. C'est l'effet démo, comme on dit. Ben, vous allez devoir me croire sur parole, en tout cas pour Angular. Mais on va partager du coup sur le chat le lien sur le stack Blitz d'Angular. Comme ça, vous allez pouvoir tester de votre côté. Et vous allez voir que ça fonctionne et que je ne suis pas un menteur. Exactement, effet Angular. Donc, on va revenir sur la présentation et on va conclure sur, du coup, cette démo qui a été un franc succès. Donc, comme on a pu le voir, on a eu justement l'intégration en fait des web components qui a pu être faite assez rapidement avec très peu de modifications sur les 3 frameworks. Donc, vous allez pouvoir tester sur Vue, sur Angular ou sur React. Vous allez voir que sans vraiment de configuration ou d'ajout très complexe, vous allez pouvoir utiliser les web components. Pour aller plus loin et encore améliorer l'usage de ces web components, vous allez pouvoir ajouter des wrappers, donc des composants React, Vue ou Angular, qui vont, eux, englober vos web components pour améliorer le contrôle de ces web components. Donc, la conclusion finale. Aujourd'hui, on était parti donc, avec toutes nos librairies. On s'est dit, bon, bah, on a une nouvelle approche, c'est super. Avec les web components et Svelte, on va pouvoir sortir toutes les autres librairies et avoir seulement Svelte et web components qui vont servir toutes les autres technologies. Que nenni.
On restera aujourd'hui avec justement Svelte et les Web Components qui vont justement parler et servir toutes les technologies qui vont être arrivantes et qui vont sortir demain, ou celles qu'on ne couvre pas encore aujourd'hui. Mais par contre, pour ce qui est de Vue, d'Angular et des Web Components, il est encore important pour nous, tant que ces frameworks-là ne sont pas au goût du jour, ou n'ont pas apporté les améliorations nécessaires pour bien gérer les Web Components, on gardera ces librairies et on offrira aux développeurs une expérience de développement plus intéressante avec des librairies sur chacun des frameworks. Donc, on a un petit peu dépassé, mais en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au projet et qui ont fait que le projet soit là. Salut Charlie, qui, je pense, fait partie des participants. Et aussi Lisa et Elisa, qui ont fait buzzer. Et du coup, là, on a bientôt rempli le Stade de France avec notre S connecté. Donc, merci à tout le monde, merci à Louis, et à très bientôt, j'espère.